Regardez autour de vous, dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quelle réunion, l'homme qui parle le plus fort est rarement le plus puissant, celui qui affiche sa confiance de manière agressive est souvent celui qui doute le plus. C'est le premier paradoxe de la force. La véritable puissance n'a pas besoin de se montrer. Elle se ressent. La plupart des hommes passent leur vie à construire une armure, une façade de contrôle et de compétence. Mais cette armure est fragile. Elle se fissure sous la pression, face à la critique, face à l'échec. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de comment renforcer cette armure. Nous allons parler de ce qui la rend obsolète. Nous allons révéler l'unique chose, le principe fondamental qui sépare l'homme authentiquement fort de celui qui joue un rôle. C'est une distinction que 99% des gens ne saisiront jamais. Mais si vous êtes ici, c'est que vous ne faites pas partie de la masse. Vous êtes prêt à comprendre. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires un seul mot, ce que la force signifie pour vous en ce moment précis. Nous y reviendrons à la fin. Vous pourriez être surpris de votre propre évolution. Le monde moderne est une scène de théâtre. Les réseaux sociaux exigent une performance de succès constant. La culture d'entreprise récompense l'apparence de la compétence, parfois plus que la compétence elle-même. Dans ce contexte, il est naturel de croire que la force est une image à projeter, un masque à porter. Le problème de ce masque, c'est son poids. Il est épuisant de prétendre. L'anxiété de se faire démasquer est constante. Chaque échec est une menace, chaque critique est une attaque personnelle. Vous devenez un esclave de l'opinion des autres, un navire sans gouvernail ballotté par les vagues de la validation externe. C'est une vie de réaction, pas d'action. C'est une prison dorée. C'est ici que le stoïcisme moderne entre en jeu, non pas comme une philosophie ancienne et poussiéreuse, mais comme un système d'exploitation mentale pour le XXIe siècle. Il offre une porte de sortie. Il propose de déplacer la source du pouvoir, de l'extérieur vers l'intérieur. Comprendre ce changement est la première étape pour passer du statut d'acteur à celui de metteur en scène de votre propre vie. C'est le début de la véritable liberté. Le principe fondamental, le voici. L'unique chose qui distingue l'homme fort de l'imposteur est l'emplacement de son centre de gravité psychologique. Pour l'imposteur, ce centre est externe. Son estime de soi, sa paix intérieure, son sentiment de valeur dépendent des événements extérieurs, des opinions des autres, de ses succès et de ses échecs. Il est une marionnette dont les fils sont tirés par le monde. Pour l'homme fort, le centre de gravité est interne, sa valeur est intrinsèque, sa paix est autogénérée, son estime de soi est une forteresse qu'il a construite lui-même, pierre par pierre. Il n'est pas insensible au monde extérieur, mais le monde extérieur ne le définit pas. C'est la différence entre être un thermomètre qui ne fait que refléter la température de la pièce et être un thermostat qui définit la température de la pièce. Tout ce que nous allons analyser découle de ce principe unique. Prenons le premier test, la critique. C'est un champ de bataille pour l'ego. L'imposteur, dont la valeur est externe, perçoit la critique comme une attaque existentielle. Son armure de verre se brise. Sa réaction est immédiate et émotionnelle. La défense, la justification ou l'attaque en retour. Son objectif n'est pas d'apprendre, mais de protéger son image fragile. Son énergie est entièrement consumée par la gestion de la perception des autres. Il se vide de sa force pour réparer une façade. L'homme fort, lui, a un processus différent. Il reçoit la critique comme une donnée, pas comme un verdict. Il la passe au filtre de sa propre raison. Cette critique est-elle fondée? Contient-elle une parcelle de vérité que je peux utiliser pour m'améliorer? Si oui, il l'intègre, remercie la source et progresse. Sinon, il la laisse tomber, sans émotion, comme on laisserait tomber une pierre inutile. Son estime de soi n'a jamais été en jeu. Analysons maintenant l'échec. Pour l'imposteur, l'échec est une catastrophe. C'est la preuve publique de son insuffisance. Puisque sa valeur est liée à ses résultats, un mauvais résultat le rend sans valeur. Cela déclenche la honte, la recherche de boucs émissaires ou le retrait complet pour éviter un nouvel échec. Il voit l'échec comme un mur. L'homme fort, au contraire, perçoit l'échec comme une information, un retour du réel. Son centre de gravité interne lui permet de dissocier son identité du résultat.
Il n'a pas échoué en tant que personne. Une de ses tentatives n'a pas fonctionné. C'est une distinction cruciale. Pour lui, l'échec est un tuteur. Il l'analyse froidement. Quelles étaient les erreurs dans le processus? Quelles leçons puis-je en tirer? L'échec devient un carburant, pas un frein. Il transforme le poison en remède, car son objectif n'est pas la victoire à tout prix, mais la croissance continue. Et qu'en est-il du succès? C'est un test encore plus subtil. L'imposteur est un drogué à la validation. Le succès et les louanges sont sa dose. Il en a besoin pour se sentir bien. Quand il réussit, il devient euphorique, arrogant. Il s'identifie à sa victoire. Mais c'est un piège, car cela le rend dépendant de la prochaine victoire. L'absence de louange devient aussi douloureuse qu'une critique. L'homme fort, lui, apprécie le succès, mais ne s'y attache pas. Son centre de gravité interne lui rappelle que le succès comme l'échec est un événement externe et transitoire. Il célèbre la réussite du processus, l'effort discipliné, la stratégie bien exécutée. Il reste équilibré, sachant que la roue de la fortune tourne. Il utilise le succès comme une confirmation de sa méthode, pas comme une validation de sa personne. Il reste humble, car il sait que le vrai travail est interne et ne s'arrête jamais. La gestion de l'imprévu. Un chaos soudain, une crise inattendue. L'imposteur s'effondre. Son monde est bâti sur l'illusion du contrôle externe. Quand ce contrôle est perdu, sa panique est totale. Il cherche à blâmer quelqu'un. Il se plaint du sort. Il est paralysé par l'indécision. Il subit l'événement. Son énergie est chaotique, réactive. L'homme fort, lui, pratique ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle. Il trace une ligne claire entre ce qu'il peut contrôler et ce qu'il ne peut pas. La crise elle-même est hors de son contrôle, mais sa réponse, ses actions, son état d'esprit sont entièrement sous son contrôle. Il ne perd pas une seconde d'énergie à se plaindre de la tempête. Il se concentre sur le renforcement de son navire et la tenue du gouvernail. Il devient un point de calme au milieu du chaos, non pas parce qu'il n'a pas peur, mais parce que sa concentration est focalisée sur l'action et non sur l'émotion. Observez la nature de leurs objectifs. L'imposteur se fixe des objectifs de résultat. Je veux être riche. Je veux ce titre. Je veux cette femme. Ces objectifs sont entièrement dépendants de facteurs externes. Cela le met dans une position de fragilité constante. S'il n'atteint pas le but, il est un raté. S'il l'atteint, le bonheur est souvent bref et il doit chercher un nouvel objectif externe pour se sentir à nouveau complet. L'homme fort, lui, se fixe des objectifs de processus. Je vais suivre un système d'investissement discipliné chaque jour. Je vais devenir l'homme le plus compétent dans mon domaine. Je vais développer les qualités qui attirent une partenaire de valeur. Ses objectifs sont basés sur ses propres actions, ses propres habitudes. Le succès devient une conséquence logique de son processus et non le but ultime. Il trouve la satisfaction dans l'effort quotidien, dans la maîtrise de soi. C'est une source de pouvoir inépuisable. Leur rapport au temps est également un indicateur puissant. L'imposteur est un consommateur de temps. Son temps est dicté par les distractions, les notifications, les demandes des autres. Il est réactif, il dit oui à tout pour ne déplaire à personne, car il a besoin de leur validation. Sa journée est une succession de tâches urgentes mais rarement importantes. À la fin, il se sent occupé, mais pas accompli. Il a l'impression que le temps lui file entre les doigts. L'homme fort est un investisseur de temps. Chaque heure est un capital à allouer. Il connaît ses priorités, qui sont définies par ses valeurs internes. Il est proactif. Il apprend à dire non, non par arrogance, mais pour protéger ce qui est essentiel. Il se ménage des blocs de temps pour la concentration profonde, pour la réflexion, pour l'amélioration. Il ne cherche pas à être occupé, il cherche à être efficace. Il est le maître de son emploi du temps, pas son esclave. Voyons comment ils gèrent leurs émotions. C'est une distinction capitale. L'imposteur croit au mythe de la force comme absence d'émotion. Il essaie de réprimer sa peur, sa colère, sa tristesse, mais les émotions réprimées ne disparaissent pas. Elles s'infectent, elles ressortent sous forme d'explosion de colère, d'anxiété chronique ou de cynisme. Il est en guerre contre lui-même. L'homme fort ne réprime pas ses émotions, il les observe.
Il pratique une forme de détachement conscient. Il ressent la colère monter, mais il ne devient pas la colère. Il ressent la peur, mais il ne la laisse pas piloter ses décisions. Il traite ses émotions comme des messagers. Pourquoi suis-je en colère? Quelle attente a été violée? De quoi ai-je peur? Quel est le vrai risque? Il est le maître de sa maison intérieure. Il écoute ses habitants, mais c'est lui qui donne les ordres. Leur manière de communiquer révèle tout. L'imposteur communique pour impressionner. Il utilise un jargon complexe. Il parle plus qu'il n'écoute. Il cherche à avoir le dernier mot. Sa communication est une performance. Il veut prouver sa valeur à travers ses mots. Souvent son discours est vague, car il a peur de s'engager sur une position claire qui pourrait être attaquée. L'homme fort communique pour être compris. Son objectif est la clarté et l'efficacité. Il choisit des mots simples et précis. Il écoute plus qu'il ne parle, car il sait que la connaissance s'acquiert en écoutant, pas en parlant. Il n'a pas peur de dire « je ne sais pas », car sa valeur n'est pas liée à son omniscience. Il cherche la vérité, pas la victoire dans un débat. Sa parole a du poids parce qu'elle est rare, réfléchie et honnête. Leur perception de la justice et de l'équité. L'imposteur est obsédé par ce qui est juste pour lui. Il passe un temps considérable à se plaindre des injustices, des tricheurs, de la malchance. Ce n'est pas juste que lui ait eu cette promotion. La vie est injuste avec moi. C'est une mentalité de victime, une façon de rejeter la responsabilité de sa situation sur des forces extérieures. L'homme fort accepte que le monde n'est pas juste. Il ne perd pas son énergie à le déplorer. Il se concentre sur ce qu'il va faire face à cette réalité. Il ne demande pas à la vie d'être juste. Il se demande comment être fort dans un monde injuste. Il crée sa propre justice à travers ses actions, son intégrité et sa discipline. Il remplace la plainte par la stratégie. C'est une transition fondamentale de l'impuissance à la puissance. Le rapport à l'argent et aux possessions matérielles. Pour l'imposteur, les possessions sont des extensions de son ego. La voiture, la montre, les vêtements de marque sont des signaux externes pour prouver sa valeur. Il est souvent endetté pour maintenir cette façade. La perte de ses biens serait pour lui une perte d'identité. Il est possédé par ce qu'il possède. L'homme fort voit les possessions comme des outils. L'argent est un outil pour acheter de la liberté, du temps, des options. Une belle voiture est appréciée pour son ingénierie, pas pour l'envie qu'elle suscite. Il cultive une forme d'indifférence stoïcienne. Il peut apprécier le luxe, mais il n'en a pas besoin pour se sentir complet. Il pourrait tout perdre demain et resterait la même personne, avec la même valeur intrinsèque. Sa richesse est d'abord intérieure. Comment traite-t-il les autres, surtout ceux qui n'ont rien à leur offrir? C'est un test de caractère infaillible. L'imposteur est un excellent acteur. Il est charmant et respectueux avec ses supérieurs ou ceux dont il a besoin, mais observez-le avec un serveur, un employé subalterne ou quelqu'un qui a fait une erreur. L'arrogance et l'impatience apparaissent. Son respect est conditionnel et transactionnel. L'homme fort fait preuve d'une constance de caractère. Il traite tout le monde avec le même niveau de respect fondamental, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que c'est le standard qu'il s'est fixé à lui-même. Son comportement n'est pas dicté par le statut de son interlocuteur, mais par ses propres principes. Son respect est une émanation de sa propre force, pas une réaction au pouvoir des autres. Leur définition de la liberté. L'imposteur pense que la liberté est de pouvoir faire tout ce qu'il veut, quand il veut. C'est la liberté de céder à toutes ses pulsions, d'acheter sur un coup de tête, d'éviter les responsabilités. C'est une définition adolescente de la liberté qui mène paradoxalement à l'esclavage de la dette, des addictions, des émotions volatiles. L'homme fort comprend que la véritable liberté est la liberté intérieure. C'est la liberté de ne pas être esclave de ses propres impulsions, c'est l'autodiscipline, la capacité de choisir sa réponse, de tenir ses engagements envers soi-même, de ne pas être affecté par le chaos extérieur, c'est la liberté de l'âme. Il sait que la discipline n'est pas la prison de la liberté, mais le véhicule qui y mène. La confrontation avec la solitude. L'imposteur craint la solitude. Quand il est seul, le bruit du monde s'arrête et il est forcé de faire face à son propre vide intérieur.
Il cherche constamment la distraction, les écrans, les sorties, la compagnie, n'importe quoi, pour ne pas être seul avec ses pensées. La solitude est pour lui synonyme d'ennui ou d'angoisse. L'homme fort recherche la solitude. Il la considère comme une opportunité essentielle pour la réflexion, la stratégie et la régénération. C'est dans le silence qu'il entend sa propre voix, qu'il clarifie ses objectifs, qu'il renforce sa forteresse intérieure. Il n'a pas peur de sa propre compagnie. Il l'apprécie. Il peut être social, mais il ne dépend pas des autres pour se sentir exister. Sa relation avec lui-même est solide. La discipline physique comme miroir de la discipline mentale. L'imposteur a une relation fluctuante avec son corps. Il fait du sport pour l'apparence, pour poster des photos, pour obtenir une validation. Sa motivation est externe, par conséquent, elle est inconstante. Il alterne entre des périodes d'entraînement intense et des périodes de laisser-aller complet. L'homme fort considère son corps comme l'instrument de sa volonté. L'entraînement n'est pas une vanité, c'est une pratique. C'est l'entraînement de la discipline, de la résistance à l'inconfort, de la constance. Il ne s'entraîne pas pour impressionner, il s'entraîne pour être prêt, pour avoir l'énergie de poursuivre ses objectifs, pour renforcer son esprit en renforçant son corps. Sa motivation est interne, donc elle est durable. Leur réaction face à l'incertitude. L'imposteur a besoin de certitude. Il veut des plans parfaits, des garanties de succès. L'incertitude le paralyse. Il préfère ne pas agir plutôt que d'agir dans le doute. Il cherche des gourous, des formules magiques, n'importe quoi pour lui dire exactement quoi faire. Il veut externaliser la responsabilité de la décision. L'homme fort est à l'aise avec l'incertitude. Il l'accepte comme une constante de la vie. Il sait qu'aucune information n'est jamais parfaite. Il développe sa capacité à prendre la meilleure décision possible avec les informations disponibles, puis à s'adapter en cours de route. Il prend la responsabilité de ses choix, même s'ils s'avèrent mauvais. Il ne cherche pas un chemin sûr. Il apprend à devenir un meilleur navigateur, capable de manœuvrer dans n'importe quelle condition. Leur conception de la chance. L'imposteur croit beaucoup à la chance et à la malchance. Quand il échoue, c'est la malchance. Quand les autres réussissent, c'est la chance. C'est une autre façon de se déresponsabiliser. Il attend que la chance lui sourie, que les conditions parfaites se présentent. L'homme fort ne croit pas à la chance, il croit à la préparation qui rencontre l'opportunité. Il travaille dans l'ombre, il développe ses compétences, il construit son réseau, il renforce sa discipline. Quand une opportunité se présente, il est prêt à la saisir. Les autres appellent ça de la chance. Lui, il appelle ça la conséquence inévitable de sa préparation. Il ne subit pas le hasard, il augmente la surface de contact avec les opportunités. La manière de présenter des excuses, c'est un révélateur subtil mais puissant. L'imposteur, quand il est forcé de s'excuser, le fait de manière détournée. « Je suis désolé si tu l'as mal pris. Je suis désolé, mais tu m'as poussé à le faire. » Ces excuses ne sont pas une reconnaissance de sa faute, mais une tentative de gérer la situation et de préserver son image. Elles sont souvent assorties de justifications. L'homme fort, quand il a tort, s'excuse de manière directe et sans ambiguïté. « J'ai eu tort. C'était une erreur de ma part. Je m'en excuse. » Il assume l'entière responsabilité de ses actions. Son ego n'est pas en jeu. Reconnaître une erreur est pour lui un acte de force, pas de faiblesse. C'est une preuve de son engagement envers la vérité et l'amélioration, plutôt qu'envers son image. L'art d'écouter. L'imposteur n'écoute pas. Il attend son tour de parler. Pendant que l'autre personne parle, il formule déjà sa réponse dans sa tête. Il écoute pour trouver des failles, pour préparer sa contre-attaque, pour montrer son intelligence. Son écoute est égocentrée. L'homme fort pratique l'écoute active. Quand quelqu'un parle, il lui accorde toute son attention. Il cherche à comprendre, pas seulement les mots, mais l'intention derrière les mots. Il pose des questions pour clarifier. Il sait que chaque conversation est une occasion d'apprendre quelque chose. Il sait que pour influencer, il faut d'abord comprendre. Son silence est plus puissant que les longs discours de l'imposteur, car il est rempli de compréhension et de respect. Le test final, la constance dans le temps. C'est ici que tous les masques tombent.
L'imposteur est un sprinter. Il peut jouer le rôle de l'homme fort pendant une journée, une semaine, un mois. Il peut être discipliné quand tout va bien, calme quand il n'y a pas de pression. Mais il ne peut pas tenir sur la durée. La pression finit toujours par fissurer sa façade. L'homme fort est un marathonien. Sa force n'est pas un acte, c'est une habitude. C'est le résultat de milliers de petites décisions prises jour après jour. C'est la constance dans l'effort, l'intégrité même quand personne ne regarde, le calme maintenu au cœur de la 10e tempête, pas seulement de la première. La vraie force n'est pas une performance, c'est un caractère forgé dans le feu de la répétition quotidienne. Nous arrivons au terme de cette analyse. Si vous deviez ne retenir qu'une seule chose, que ce soit celle-ci, la différence fondamentale entre la force authentique et la façade n'est pas une question de talent, de naissance ou de chance. C'est un choix, le choix de l'endroit où vous placez votre centre de gravité. Allez-vous continuer à laisser votre paix et votre valeur être dictées par les vents changeants du monde extérieur? Ou allez-vous commencer, aujourd'hui, à construire cette forteresse intérieure, cet ancrage inébranlable? La vraie force n'est pas l'absence de cicatrices, c'est la capacité à dire « le monde peut m'affecter, mais il ne peut pas me définir, c'est moi qui décide qui je suis ». Vous avez maintenant la carte, le chemin ne sera pas facile, mais c'est le seul qui mène à une puissance et une liberté réelle. Vous faites partie de ceux qui comprennent. Merci d'avoir investi ce temps en vous. Si cette dissection a résonné en vous, abonnez-vous pour continuer ce travail ensemble. Laissez un like pour signifier votre engagement sur cette voie. Maintenant, la question la plus importante. Retournez à votre tout premier commentaire. Relisez le mot que vous avez écrit pour définir la force. Votre perspective a-t-elle changé? Partagez votre nouvelle définition dans les commentaires ci-dessous. Votre évolution commence maintenant.